Ok, merci bien. En premier lieu, je dois dire que les inondations, au regard de leur recrudescence et au regard de leurs conséquences diverses, constituent une préoccupation réelle, aussi bien par l'État, notamment les autorités, et les partenaires techniques et financiers et les communautés. Donc, du fait que cela constitue une préoccupation, on constate qu'il se construit une mobilisation collective face à ce phénomène que nous appelons action publique. Action publique, pourquoi? Parce que c'est une diversité d'acteurs, aussi bien de l'État, des ONG et associations, des bonnes volontés, et même des victimes qui se mobilisent pour apporter des problèmes, des solutions à ce problème. Maintenant, l'étude que nous avons menée avait pour objectif d'examiner les différentes contraintes qui se posent à cette action publique face aux inondations. Ce qui est relevé de l'étude, d'abord par rapport au dispositif institutionnel. Il faut le dire, l'État du Niger, depuis plusieurs années, depuis les premières années de sécheresse, a pensé à créer, à mettre en place des institutions dans le but de gérer les catastrophes naturelles. Évidemment, ce dispositif a évolué pour s'adapter au contexte. Et des institutions sont créées et sont dotées des attributions devant leur permettre d'agir, d'intervenir face aux inondations. Mais la difficulté première qui se pose à ce niveau, c'est de souligner que le dispositif est constitué d'acteurs institutionnels pluriels et qui, dans les attributions, on a constaté des similitudes où plusieurs institutions ont le rôle de gérer les inondations, de mobiliser les partenaires, de prévenir les inondations, d'évaluer les inondations. Donc, du fait de ces attributions qui sont similaires, on assiste à des conflits de compétences. Conflits qui s'expliquent, qui se justifient du fait que, évidemment, les ressources allouées par l'État dans le sens de la gouvernance des inondations ne sont pas suffisantes. Donc, les différents acteurs institutionnels, sous couvert des attributions qui leur sont assignées, évidemment, se mettent à chercher des ressources supplémentaires pour combler les efforts de l'État. Cette recherche de financement supplémentaire, c'est ça qui amène le plus souvent des conflits. Et on assiste dans ce cas à des interventions isolées où chaque acteur institutionnel, à partir du financement qu'il a, décide d'intervenir souvent sans tenir compte du dispositif étatique de gestion ou de gouvernance des inondations. Donc, dans ce cas, on assiste à une fragmentation de la gouvernance des inondations, ce qui entraîne une rupture dans la chaîne de gouvernance des inondations et qui anéantit du coup l'efficacité des actions entreprises dans la gouvernance des inondations. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, pour gérer ou prévenir les inondations, cela suppose évidemment les ressources financières qui sont de plus en plus importantes au regard des conséquences qu'entraînent les inondations au Niger. Et que malheureusement, l'État du Niger ne
disposent pas de ces ressources-là. Du fait que ces ressources sont insuffisantes, l'État a développé plusieurs stratégies. Quand je dis État, évidemment, je fais appel à des acteurs institutionnels, à des institutions chargées d'intervenir dans la gestion et la prévention des inondations. Donc là, l'étude a relevé qu'il y a plusieurs stratégies que les institutions développent, notamment la signature des conventions avec des partenaires. Donc on a un plan de prévention des inondations. On présente ce plan aux partenaires, on demande aux partenaires de financer. Donc là, c'est ce qu'il faut les institutions de façon isolée. Il y a aussi le fait que l'État fasse recours au mécanisme de réponse immédiate, le MRI, qui est une convention signée entre l'État du Niger et la Banque mondiale et qui accorde des facilités à l'État du Niger pour accéder au crédit en des situations d'urgence. Et aussi, il y a le recours au cadre État donateur où l'État essaie de voir les fonds qui sont mis à sa disposition par les différents partenaires qui ont accepté de mettre en commun leurs ressources. Et enfin, il y a l'appel à la solidarité nationale et internationale. Mais les problèmes qui se posent à ce niveau sont de plusieurs ordres. Notamment, c'est le fait que celui qui finance a tendance à commander, à exiger les actions à mettre en œuvre. Et c'est surtout ça l'un des vrais problèmes des politiques publiques dans le contexte de nos pays. Nos États n'ont pas les moyens de leur politique. Donc du coup, pour intervenir malgré tout, les acteurs nationaux acceptent souvent de se soumettre aux exigences, aux recommandations, souvent à la volonté des bailleurs de fonds. Le problème qui se pose à ce niveau aussi, c'est quoi? C'est souvent le retard dans le décaissement des fonds. Le sinistre est là, il est bien réel, les communautés le vivent. On attend une procédure qui souvent est très lente pour que les fonds puissent parvenir aux acteurs nationaux afin d'intervenir sur le terrain. Et le fait qu'il y ait cette façon de faire souvent pose autre problème. C'est quoi? C'est celui d'accentuer la fragmentation des différentes interventions. Maintenant, on a remarqué que ce que l'État fait est vraiment insuffisant. Ça ne couvre pas le besoin. Et pour preuve, en 2020, quand l'État du Niger a élaboré le plan de réponse aux inondations, pour un plan dont le coût est estimé à un peu plus de 300 milliards de francs CFA, ce qui est prévu comme contribution de l'État est d'environ 10 milliards de francs CFA. Donc pour dire en réalité, les difficultés financières sont réelles pour l'État quand il s'agit d'intervenir sur les questions des catastrophes naturelles. Imaginez, environ 377 milliards prévus pour intervenir, pour gérer sur une année les effets des catastrophes. L'État se propose de financer, de contribuer à hauteur d'environ 10 milliards. C'est vraiment insuffisant. Donc du coup, cela amène les partenaires, les acteurs nationaux à se diriger vers les partenaires pour chercher le financement. Et que cela aussi amène les ONG associations à intervenir pour soutenir les efforts de l'État. Ce qui a été constaté sur le terrain, c'est que ces acteurs de développement ONG sont les premiers à intervenir aux côtés des sinistrés, évidemment avec les bonnes volontés des acteurs communautaires. Donc leur participation, leur réponse, elle est beaucoup plus immédiate par rapport à celle de l'État en général. Et on le sait, les appuis en œuvre et en œuvre, etc. Mais le problème qui se pose à ce niveau, c'est qu'en général, ces différents acteurs-là interviennent sans passer par le circuit administratif. Ce qui, du coup, amène à ce qu'on ait des sites de sinistrés, des zones, des localités qui sont beaucoup plus servies au détriment d'autres. Et que souvent, ces interventions des ONG et autres là sont souvent orientées par le choix de ces acteurs-là qui animent ces ONG. Donc, ce qui peut être dans
est dans certains cas moins pertinent par rapport aux besoins qui peut se poser ou bien qui se posent dans tel autre site. Donc c'est vraiment en général les problèmes qu'on rencontre pour ce qui est des acteurs nationaux. Maintenant, quand on va au niveau communautaire, les communautés ne sont pas passives. Elles se mobilisent à travers des stratégies qui sont à leur portée. Et là, l'étude a relevé plusieurs stratégies, notamment l'évacuation des eaux et le remblai, construction partielle ou entière avec les matériaux définitifs, etc. Mais vraiment, ces mesures-là posent problème parce que souvent, elles ne s'inscrivent pas dans la durée. Celles qui s'inscrivent dans la durée demandent des coûts qui ne sont pas à la portée des ménages à faible revenu, ce qui fait que chaque fois, les gens n'adoptent pas de stratégie durable, donc ce qui les expose davantage au risque d'inondation. C'est pourquoi pratiquement chaque année, les mêmes personnes sont victimes du fait qu'ils n'ont pas suffisamment de moyens pour adopter des mesures leur permettant soit de quitter les zones à risque ou de construire ou de mieux aménager l'espace qu'elles occupent. Maintenant, le dernier élément, c'est à propos de l'épineuse question du déguerpissement. Pourquoi ça ne marche pas? Ça ne marche pas parce que sur la question du déguerpissement, il y a trois logiques qui s'affrontent dans l'arène quand il s'agit de négocier l'opération du déguerpissement. La première logique, c'est celle de l'État. Au Niger, quand il s'agit de déguerpir les gens, les textes exigent que les gens soient dédommagés. Mais malheureusement, l'État n'a pas suffisamment les ressources financières pour dédommager et aménager, affecter les zones inondables à des usages beaucoup plus appropriés. L'État n'a pas les moyens de le faire. Et aussi, il y a le comportement de certains des hommes politiques, comme cela nous a été relevé, où un sinistré peut aller voir un opposant, ou bien ceux-là qui ne sont pas dans la gestion, se plaindre. Et du coup, les autorités ont peur de frustrer, comme cela nous a été relevé par plusieurs de nos enquêtés, de frustrer la communauté parce qu'ils peuvent être de l'autre camp. Donc du coup, sur cette question, le pouvoir public, non seulement n'a pas les politiques n'a pas les moyens de sa politique, mais essaye de jouer le juste milieu, le juste équilibre qui, à la fin, n'est pas de nature à mener une réelle opération de relocalisation. Ça, c'est pour ce qui est de l'État. D'un autre côté, on a les bailleurs de fonds, ceux-là qui ont les ressources financières. Mais eux, leur logique, c'est quoi? Ceux qui, même s'il y aura des déguerpissements, l'argent qu'ils donnent, qu'ils octroient en crédit à l'État du Niger, par exemple, ne doit pas être utilisé pour dédommager, mais plutôt pour accompagner. Accompagner comment? En octroyant des parcelles, en confectionnant des briques, en construisant des maisons, en donnant des portes, etc., etc. Donc c'est vraiment accompagner les candidats à la relocalisation. Donc ce qui constitue une opposition évidente par rapport au dispositif national en matière de déguerpissement. Et enfin, la troisième est la logique des communautés qui, du fait de la rente du développement, attendent tous des projets. Ce qui fait que chaque fois qu'on dise où sont les candidats à la relocalisation, les gens sont prêts à se manifester. Pourquoi? Parce qu'ils pensent que les parcelles qui seront octroyées, les quelques maisons qui seront construites vont être données gratuitement. Et que de l'autre côté, l'État, comme il n'a pas respecté ses engagements vis-à-vis de ces populations-là, ne va pas les obliger à quitter leur zone. Donc du coup, les gens se précipitent pour être candidats à la relocalisation, avec à l'idée obtenir les parcelles et autres
avantages liés à cette opération-là, tout en sachant bien que rien ne va les obliger à quitter la zone inondable parce que l'État, comme je disais tantôt, n'a pas les moyens de sa politique. Donc, du coup, on assiste à des tentatives de déguerpissement qui ont des difficultés à aboutir. La preuve pour le cas de Seno, le cas le plus cité en termes d'exemple de tentatives de localisation, c'est à Seno, où il y a des familles qui ont pris des parcelles, qui ont eu des maisons, mais au finish, elles ont vendu ces parcelles-là pour revenir occuper leur lieu d'habitation habituel. Bonjour, Monsieur Adamou. Merci pour cette opportunité de m'exprimer sur cette importante thématique de l'inondation en rapport avec la santé mentale. Et donc, il faut noter que les événements catastrophiques en général constituent des événements potentiellement traumatiques. Donc, nous, on les classe dans des événements potentiellement traumatiques et on estime que les personnes qui sont exposées à ces événements-là sont susceptibles d'être traumatisées psychologiquement. Et maintenant, les conséquences de cette exposition à ces événements potentiellement traumatiques sont nombreuses. Ça peut être vraiment tout de suite un trouble de l'adaptation, une réaction aiguë de stress, et à la longue, ça peut en tout cas engendrer un état de stress post-traumatique. Et juste pour un peu résumer ce que c'est que l'état de stress post-traumatique, c'est une intrusion dans l'esprit de la personne, des événements que la personne a vécu. Par exemple, une personne qui est en face d'une maison qui est en train de s'effondrer et qu'il y a des personnes, que cette personne connaisse ces personnes ou ne les connaisse pas, en les voyant mourir, ça peut être une image qui va être incrustée dans son psyché et qui va le traumatiser. Et lorsqu'il va faire son état de stress post-traumatique un peu plus tard, 6 mois et au-delà de 6 mois, c'est des événements que la personne va revivre. Donc c'est un défilement d'images qui va revenir dans l'esprit et qui va donner les mêmes manifestations anxieuses qu'au moment où la personne était en train de vivre cet événement traumatique. Et là, ça engendre de l'angoisse. La personne sera toujours sous alerte, la personne aura des réactions en sursaut, la personne va développer des fois une irritabilité, des insomnies, et surtout c'est la reviviscence des scènes traumatiques qui va vraiment envahir la vie de la personne, et ça c'est désagréable, ça nécessite vraiment une prise en charge psychiatrique. Donc maintenant, pour vraiment apporter de l'assistance à ces personnes au moment vraiment de l'inondation, donc au moment de l'exposition à l'événement traumatique, c'est de constituer une équipe médico-psychologique. Donc au premier moment, c'est l'exposition au traumatisme. Il y a des gens qui sont vraiment traumatisés et qui nécessitent vraiment une prise en charge, et cette prise en charge va consister en premier temps à les écouter tout simplement. Donc on appelle ça le débriefing. Donc on va les écouter, ils vont s'exprimer sur ce qu'ils ont vécu. Donc ça va leur permettre de prendre des stratégies de défense eux-mêmes ou de chercher des pistes de sortie de traumatisme avec l'aide vraiment des spécialistes. Et au même moment, il y aura des personnes qui auront besoin vraiment de l'assistance psychiatrique pure et simple, où il va falloir prescrire par exemple des anxiolytiques, donc un traitement pour casser l'angoisse chez la personne, ou bien les assister à les hypnotiser pour des personnes qui vont avoir des troubles du sommeil. Et donc pour les personnes qui vont développer les troubles de stress post-traumatique, il faut les sensibiliser sur ce trouble-là. Il y aura des personnes qui vont être réticentes à la prise en charge, surtout dans notre contexte où lorsqu'on dit que c'est un psychologue ou un psychiatre, les gens vont dire non, je ne suis pas fou, donc je n'ai pas besoin de cette assistance. C'est d'amener les gens à comprendre que cette assistance au premier moment est très importante. Ça permet
vraiment de prévenir cet état de stress post-traumatique qui peut se compliquer en dépression, qui peut se compliquer dans la consommation des substances psychoactives. Donc il s'agit dans les premiers moments d'apporter des éléments sur ces maladies-là, auprès de ces malades-là, pour qu'ils puissent vraiment prendre en main leur état de santé. Poser une question, mais pas simple comme tu le prétends. Je saurais mieux répondre si j'étais spécialiste de la question, mais je ne le suis pas. Mais néanmoins, compte tenu évidemment de l'importance de cette question, j'aurais un mot à dire. La première des choses, c'est que je ne saurais pas faire une comparaison par rapport à la Zender ou autre, mais ce qui est sûr, 2024 était un épisode en tout cas unique, en tout cas depuis, moi j'ai écouté un peu ce qui se disait en termes d'information. La région de Maradi disait que ça fait 45 ans ils n'ont pas vu de telles pluies. Donc ça veut dire que c'est quelque chose de quasiment inédit que, en tout cas, notre génération ne connaît pas. Donc c'est imputable au changement climatique, c'est réel. Mais c'est à nous maintenant de prendre des dispositions, comme tu viens de le dire. Et évidemment, cette question telle qu'il l'a abordée, en tant que chercheur, moi, elle m'inspire. Je pourrais peut-être transposer une telle étude, en tout cas des aspects peut-être qui n'ont pas été abordés au niveau de notre université, pourquoi pas. Ça, c'est peut-être la chose que je pourrais dire. Maintenant, par rapport à la perception que j'ai sur cette recherche, ou du moins son originalité, ou j'allais dire en tout cas sa réussite, j'allais dire. Évidemment, c'est une recherche très dynamique, on le constate, qu'il a réussi en tout cas à mener des preuves. Il faut le dire tout de suite, un chercheur est différent d'un décideur. Donc nous sommes des chercheurs, on explique le problème, on essaie de l'identifier, mais il est du ressort de ceux qui décident, des politiques, de prendre ces recherches et de pouvoir prendre des bonnes décisions. Donc la recherche est là pour orienter les politiques dans la mise en œuvre, si vous voulez, dans la prise de décisions. Et surtout, c'est qu'une recherche académique scientifique de cette augure va éclairer les décideurs afin qu'ils prennent des bonnes décisions, parce que souvent c'est ça qui manque aussi. Donc cette recherche est valable, en tout cas elle est valable, elle peut déboucher sur d'autres recherches, si vous voulez, beaucoup plus approfondies sur la question, et elle pourrait en tout cas beaucoup intéresser les décideurs. Et de ce point de vue, je pense que le LASTEL est en train de jouer son rôle, parce qu'il ouvre, si vous voulez, cette recherche au monde politique, aux décideurs, pour qu'ils puissent vraiment s'approprier. Et là, il y a une recommandation forte en tout cas je formule. Il s'agit d'impliquer les chercheurs, qu'on soit anthropologue, qu'on soit agronome, qu'on soit de la santé, qu'on soit géologue, qu'on soit en tout cas toutes les disciplines doivent en tout cas converger pour étudier à fond ce problème. Et c'est à l'État d'écouter, si vous voulez, ces chercheurs-là qui sont en train, en tout cas, d'apporter quelque chose d'éclairant, quelque chose de très important quand il s'agit en tout cas d'examiner, d'expliquer en profondeur le problème. Maintenant, les aspects en tout cas qui me paraissent aussi à approfondir, évidemment, c'est la perception. On a vu, c'est vraiment revenu. Cette perception, on doit nous aider à comprendre pourquoi aujourd'hui les gens, on leur donne une parcelle, ils refusent de partir. Donc ça, c'est du ressort en tout cas des études socio-anthropologiques, d'amener ces populations à accepter, à trouver en tout cas des mécanismes qu'il proposera aux décideurs pour que ce déguerpissement puisse réussir, pour que cette politique de façon globale de la gestion des inondations puisse en tout cas réussir.